Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Aujourd'hui, nous allons parler de personnes de confiance en entreprise. Ce que c'est, à quoi elles servent, pourquoi elles sont là, quelles sont leurs missions, leurs devoirs, leurs actions, ce qu'elles font, et puis finalement, que faire si vous êtes intéressé. Alors, pour être parfaitement transparent, je suis affilié à la Chambre suisse des personnes de confiance en entreprise. J'ai été formé comme personne de confiance en entreprise, je fais même partie du comité, imaginez ça. Et donc ce n'est pas complètement de manière désintéressée que je vous présente cet épisode, puisque je suis convaincu que la personne de confiance a un rôle à jouer en entreprise. Mais avant d'en dire plus, peut-être voyons le début de l'histoire de la personne de confiance en entreprise. Alors en Suisse, le cadre légal qui s'applique est le cadre de la protection de la personnalité, qui est décrit dans plusieurs références légales. D'abord l'article 328 du Code des obligations, l'article 6 de la loi sur le travail, l'article 3 de l'ordonnance sur la protection de la santé, donc de la loi sur le travail, et puis la loi sur l'égalité entre femmes et hommes, article 4. L'ensemble de ces textes indique que l'employeur doit prendre toutes les mesures à sa disposition pour protéger la santé mentale et physique de ses collaborateurs et de ses collaboratrices. Donc oui, en Suisse, la loi est claire, c'est l'employeur qui est responsable de la santé psychique et physique de ses collaborateurs. Alors évidemment, nous sommes en Suisse, donc il y a toute une série de précautions qui sont prises. Ça veut dire que les mesures doivent être conformes à la bonne pratique, possibles à mettre en œuvre, etc. Donc on n'est pas dans un cadre complètement abstrait d'une espèce de loi qui flotterait au-dessus de la pratique. On est en Suisse, un pays pragmatique, donc la loi, elle existe, mais elle doit être, je dirais, raisonnable. C'est presque le mot qui me vient le plus à l'esprit. Alors, donc, dans ce cadre-là, la personne de confiance agit. De quelle manière ? Eh bien, en fait, elle aide à la prévention et à la résolution des risques psychosociaux, pour faire très très court. Donc, la première mention de la personne de confiance est une mention d'une personne de contact sur le site du SECO, du secrétariat à l'économie, qui indique que, comme mesure pour faire respecter la loi sur le travail, eh bien, il y a un certain nombre de mesures qui sont préconisées, 5 mesures, et donc la dernière de ces mesures, c'est la mise en place d'une personne de contact, qui agit comme une personne qu'on peut aller voir entre, disons, avant d'aller voir les ressources humaines ou son chef, si on n'a pas trop envie d'en parler à ces personnes-là, pour une raison X ou Y, eh bien, on a une personne de confiance qui est mandatée par l'entreprise, par l'institution, et mise à disposition des collaborateurs et des collaboratrices. C'est donc une mesure qui a plein d'avantages. Alors le premier, c'est l'avantage primaire, c'est de fournir un point de contact aux personnes qui veulent parler de problématiques dont on parlera tout de suite, à quelqu'un de confiance. Ça, c'est le premier bénéfice. Mais le deuxième, c'est que c'est aussi une mesure pour protéger la santé des travailleurs, donc c'est aussi une mesure que vous pouvez mettre chez RH dans votre package de bénéfices vis-à-vis des collaborateurs. On verra que ça coûte pas très cher, mais en plus de ça, c'est une vraie mesure, et donc comme il y a encore peu d'entreprises qui le font, ça peut être un avantage concurrentiel pour vous. Et puis le troisième avantage, eh bien, c'est que ce dispositif vous permet en fait de mesurer d'une certaine manière le degré comment vont les gens au travail. Alors il y a des instruments beaucoup plus précis, entre parenthèses, le Job Stress Analysis dont on a parlé il y a à peu près une centaine d'épisodes avec mes collègues Laurence et Axel. On avait parlé des risques psychosociaux dans cet épisode-là. Mais donc voilà, la personne de confiance permet de mesurer s'il y a des risques psychosociaux dans l'entreprise ou pas, donc des conflits, etc. On verra ça tout de suite. Alors, donc, quelle est finalement la mission de la personne de confiance ? Eh bien, c'est d'écouter et d'orienter les personnes demandeuses. D'abord, écouter et orienter les personnes demandeuses. Et puis, si possible, favoriser la recherche de solutions, en cas de conflit par exemple, ou en cas de souffrance au travail.
Donc écouter, orienter, mission première, et si possible, favoriser la recherche de solutions. Donc vous voyez que on n'est pas dans le cadre d'une espèce de bureau des pleurs, dans une espèce de bureau de revendication. Pour le bureau des revendications, ça existe, on appelle ça un syndicat, c'est absolument pas le rôle de la personne de confiance. Alors, quels sont les devoirs de la personne de confiance ? Eh bien, le premier, qui est très important, c'est que c'est une obligation de moyens et pas de résultats. Une personne de confiance ne pourra pas être licenciée ou son contrat révoqué parce qu'il y a trop de conflits dans l'entreprise. Alors, je dis pas que ça va pas être le cas, mais je dis que ce ne serait pas logique, puisque la mission de la personne de confiance, c'est pas de résoudre les conflits, mais c'est d'aider à vraisemblablement les détecter, les prévenir, ou s'ils existent en tout cas, de favoriser la résolution. On verra, c'est pas toujours possible. Deuxième devoir de la personne de confiance, elle garantit une confidentialité et une impartialité strictes. Donc, confidentialité stricte, ça veut dire que la personne de confiance ne dit pas à l'entreprise, au mandant, qui est venu la voir, et la personne de confiance garde également confidentielles les informations données par le mandant pour la mission de personne de confiance. Donc, confidentialité dans les deux sens. Et puis, troisième devoir de la personne de confiance, mais elle produit régulièrement un rapport d'activité anonymisé à destination du mandant. Typiquement, nombre d'appels, nombre d'entretiens faits, sans aucune autre forme d'information, justement pour indiquer au mandant, il n'y a pas d'appel, la vie est belle, ça rime, ou au contraire, j'ai eu 12 appels, 5 entretiens, ça commence à coûter cher, donc il y a une problématique à traiter. Alors, que fait une personne de confiance ? Alors, en fait, la première chose à faire, c'est de mettre en place un dispositif de personne de confiance, en collaboration avec le mandant. Alors, ce dispositif, c'est au moins quoi ? Eh bien, une modalité de contact pour les collaborateurs et les collaboratrices. Alors souvent, on fournit un numéro de téléphone, on peut faire ça par WhatsApp aussi, ou signal, ou message, et puis un mail. Première modalité du dispositif, un moyen de contact. Et deuxième modalité, une sensibilisation au RPS, au moyen d'atelier, pour l'ensemble de l'entreprise. En commençant par les collaborateurs et collaboratrices, ensuite les cadres, et ensuite la direction. Pourquoi la direction en dernier ? C'est pour ça que je me suis repris. C'est parce que ainsi, le sentiment qui se dégage de l'entreprise pourra être donné à la direction de l'entreprise par la personne de confiance qui met en place le dispositif. Alors il peut y avoir d'autres éléments du dispositif, des affiches, des flyers, une manifestation, c'est beaucoup dire, une espèce d'animation annuelle, peut-être pour revoir les basiques de la gestion de conflit, etc. Donc tout ce qui est sensibilisation, RPS. Notez que la personne de confiance peut être interne ou externe. Alors, la doctrine, en fait, ça a été confirmé par un article que j'ai lu, un intitulé que j'ai lu récemment, qui est que les personnes de confiance internes ne peuvent fonctionner que dans les grandes entreprises. Sinon, c'est trop difficile pour la personne interne de fonctionner puisqu'elle a des conflits de loyauté entre son obligation de confidentialité vis-à-vis de son employeur et vis-à-vis des personnes qui sont venues la voir. Donc, dans les grandes entreprises, comme effectivement la personne en question peut ne pas connaître la personne, ni son cadre, ni son chef ou sa responsable, dans ce cas-là, il y a moins de problèmes. Mais typiquement, une entreprise, une grande entreprise, je sais pas ce que c'est, mais j'imagine qu'en dessous de 500 personnes, ça me paraît difficile. Ce que ça veut dire, c'est que si vous bossez dans une PME, il faudra vraisemblablement prendre une personne de confiance extérieure, mais ce n'est pas un service qui coûte cher. Je vous en donnerai tout de suite après quelques éléments. Alors, donc, action de la personne de confiance, mettre en place le dispositif, et ensuite, quand le dispositif fonctionne, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a la prise en charge d'une demande. Qu'est-ce que c'est ? Alors, contact par la personne demandeuse, ou mandaté par le mandant. Le mandant peut aussi dire, écoutez, on sent quelque chose qui n'est pas terrible avec cette personne-là, donc peut-être prenez contact avec elle a été avertie, vous prenez contact avec elle. En parenthèse, elle a été avertie. Ce n'est pas à vous de contacter la personne en disant, ah oui, votre chef m'a dit que. D'accord ? Donc les ressources humaines ou la direction d'entreprise doivent avertir la personne que vous les contacterez. C'est pas votre rôle d'apporter les nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc contact par la personne demandeuse ou par le mandant.
enfin mandaté par le mandant. Une fois que le contact est établi, on établit des modalités de contact, hein, ça peut être en visioconférence, ça peut être en entretien présentiel, hein, en fonction des besoins et des nécessités. Lors de l'entretien, il y a écoute, hein, évidemment, écoute bienveillante, écoute confidentielle, écoute de qualité. Et puis selon la problématique qui est soumise à la personne de confiance, alors typiquement on aide à la clarification de la problématique, on accompagne à l'identification des besoins dans ces problématiques, des ressources disponibles, là c'est là où on est principalement formé en tant que personne de confiance, on connaît l'ensemble, une bonne partie des ressources disponibles en fonction des différentes problématiques, et puis si nécessaire, on peut proposer l'orientation vers d'autres professionnels compétents en cas de besoin. Et en particulier en cas de conflit. Alors, beaucoup de personnes de confiance sont des médiateurs ou médiatrices, mais par exemple, moi je ne suis pas médiateur-médiatrice. Ça veut dire que s'il y a un conflit et que je pense que la personne devrait faire appel à un service de médiation, eh bien je l'oriente vers quelqu'un qui peut faire ça pour elle. Dans tous les cas, alors ça c'est très important, la personne de confiance doit obtenir la libération de son obligation de confidentialité avant de faire quoi que ce soit. Alors il y a des petites difficultés au niveau légal pour ce qui est du harcèlement sexuel, mais pour autant que je sache, même en cas de harcèlement sexuel, eh bien, la personne de confiance ne peut pas être si la personne de confiance n'est pas libérée de son obligation de confidentialité par la personne demandeuse, elle ne peut pas faire état de l'accusation de harcèlement à l'entreprise, au mandant. Donc dans ce cas-là, la personne de confiance s'en tient à son rôle d'écoute et d'orientation. Donc, quelles sont les actions de la personne de confiance? On met en place le dispositif, on reçoit les gens en entretien, et puis c'est tout. Et puis, alors effectivement, il y a le rapport que j'ai mentionné avant dans les devoirs. Alors, quel type de cas est-ce qu'on traite? Eh bien, toutes les situations qui peuvent provoquer des difficultés au travail. Un stress trop élevé, donc typiquement la mauvaise organisation, etc., etc. Conflit ou tension, stress élevé parce que l'organisation est déficiente ou parce qu'il y a des problèmes organisationnels plus graves, mobbing, accusation de harcèlement, difficultés personnelles impactant le travail, etc., etc., etc. En gros, tout ce qui, encore une fois, peut provoquer des difficultés chez les personnes qui travaillent. Et c'est pour ça que vous voyez que ce rôle de tampon finalement, vous voyez quand vous allez au département des ressources humaines, surtout dans les PME, vous avez une responsable RH qui en général peut être seule ou avec 2 personnes, c'est tout de suite la direction des ressources humaines, c'est tout de suite la personne qui est au comité, c'est tout de suite, ça prend une dimension tout de suite plus grave et plus importante. Alors que si vous êtes dans une plus grande entreprise, imaginez une entreprise où il y a 500 personnes, en général il y a 4, 5, 6 personnes aux ressources humaines, vous pouvez aller voir une collègue des ressources humaines sans aller voir là où le responsable des ressources humaines. Vous voyez, donc c'est là où vraiment la personne de confiance prend tout son sens dans les PME, les petites entreprises, là où peut-être qu'on va vouloir parler à quelqu'un de sa difficulté, puis peut-être juste d'ailleurs en parler, sans forcément avoir besoin d'une solution immédiate, alors ça tombe bien, puisque la personne de confiance ne fournit pas de solution. Alors combien est-ce que ça coûte? Alors ça dépend, il n'y a pas de législation, il n'y a pas de prix. Ce qui est fait en général, c'est il y a une petite facture de mise en place du dispositif, mais bon, je sais pas, c'est 200 francs, hein, c'est pas grand-chose, c'est juste pour dire qu'on paye quelque chose, on entre officiellement dans le dispositif de personnes de confiance. Il peut y avoir un coût par appel. Mais un coût modique, hein, je sais pas, avoir quelques dizaines de francs par appel, en fonction de la durée évidemment. Il y a un coût par entretien. Alors là, on se calque sur le coût des professions libérales, hein, je dirais entre avocats et consultants. Donc on est en fonction des régions, en fonction des entreprises, entre, j'imagine, 150 et 300 francs par entretien. Et c'est tout. Alors oui, la sensibilisation par atelier au RPS, eh bien voilà, vous comptez un atelier de 2 heures, vous prenez une petite vingtaine de personnes, on anime tout ça, voilà, qu'est-ce qu'il faut compter, je sais pas, entre 4 et 500 francs par atelier. Donc voilà, si vous êtes 200 personnes, eh bien ça fait 10 groupes, donc on arrive à peu près à 5000 francs pour la mise en place du dispositif. Et encore une fois, moi je dis 5000 francs c'est cher, oui, mais on agit directement sur les risques psychosociaux, puisqu'on sensibilise les gens aux risques psychosociaux, on sensibilise les managers également de ce qu'il faut faire quand on constate des risques psychosociaux. Donc il y a déjà presque une baisse de l'absentéisme, pas automatique, mais presque, grâce à cette sensibilisation-là.
Voilà, alors et maintenant, alors si vous êtes intéressé par devenir personne de confiance, alors je fais un peu de pub pour ma paroisse, www.cspce.ch, nous donnons 2 formations de personnes de confiance par année. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire en interne, vous pouvez tout à fait vendre vos services de personnes de confiance à une autre entreprise que la vôtre, si votre entreprise le permet. Si vous voulez faire en interne, vous pouvez aussi. Ou alors sinon, vous êtes consultant, formateur, vous travaillez à mi-temps dans un job qui vous intéresse, mais je sais pas, vous bossez à 50 et puis vous dites, bah tiens, j'ai un peu de temps pour faire autre chose. Devenez personne de confiance. C'est vraiment un job intéressant. Alors, quelles sont les qualités nécessaires? Une grande capacité d'écoute, et puis une bonne compréhension de l'entreprise ou du domaine dans lequel vous allez agir comme personne de confiance. Il faut comprendre un petit peu le système légal suisse, les différentes possibilités de formation, de résolution. Donc voilà, en gros, mais voyez que c'est pas, il faut pas avoir fait une thèse en psychologie du travail. C'est pas nécessaire. Même si c'est pas un problème, mais c'est pas nécessaire. Donc, si vous êtes intéressé par devenir personne de confiance, www.cspce.ch. Ou alors, si vous aimeriez voir un dispositif de personnes de confiance mis en place dans votre organisation, vous m'envoyez un mail, info@coapta.ch. Et puis là, vous me donnez le nom de votre RH, je contacte de manière anonyme votre RH en disant « J'ai un dispositif à vous proposer, qu'est-ce que vous en pensez ?» Voilà, ma petite alarme qui m'indique que c'est la fin de l'épisode. C'est le dernier épisode avant l'été, dites, rendez-vous compte. Donc, 5 épisodes que je vous propose, qui sont des reruns, comme on dit dans la profession. C'est des rediffusions, on dit ça, pardon, voilà. Donc, le 11 juillet, on réécoutera l'épisode 46 consacré à l'honnêteté radicale. Le 18 juillet, ce sera l'épisode 92 sur les cercles de Covey, de Stephen Covey, vous vous souvenez, avec le cercle de contrôle, d'influence et le cercle de préoccupation. Découverte qui a franchement changé pas mal de choses pour moi cette année. Le 25 juillet, l'épisode 102 sur les questions essentielles à se poser. Le 1er août, vive la Suisse, épisode 112 sur la charge de travail, aussi un concept qui a beaucoup marqué les esprits, ce concept de charge mentale. Et puis le 8 août, enfin, épisode 132 sur le courage managérial, épisode que j'ai beaucoup aimé faire, puisqu'en fait il s'appuie beaucoup sur la philosophie. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je vais faire dès le mois de septembre à l'Université de Fribourg un CAS en management et philosophie. Donc je pense que j'aurai l'occasion de vous reparler de philosophie dans ce podcast. Et nous serons de retour le 15 août en pleine forme après un superbe été. À bientôt. Ciao.